Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 novembre 2025. Pratiquement le lendemain du 28 novembre 2025, jour au cours duquel nous avons fêté le 67e anniversaire de la proclamation de la République. C'est pour ça que nous tenons à avoir une pensée noble, pieuse, pour tous ceux qui ont permis que cette journée, cette proclamation se réalise. Nous tenons vraiment à leur rendre hommage et à leur dire merci. Pour cette journée, nous allons rapidement donner quelques informations et nous allons vous expliquer pourquoi nous allons insister sur la thématique. En termes d'information, nous allons vous donner une première information, c'est une préoccupation. Nous voyons sur les réseaux sociaux que les lycées d'excellence d'Oyo et de Dolisie ont des problèmes financiers et que les enfants, les élèves ont du mal à prendre cours. Ce n'est pas sérieux lorsqu'on voit ce qui se passe dans le pays avec cette campagne qui a commencé, avec tout ce qui se passe. Il est bon, si cette information est confirmée, que les gouvernants prennent les dispositions pour que les élèves, les enfants de ces deux lycées reprennent correctement les cours. Parce qu'on ne peut pas aller dans une politique où on ouvre de nouveaux établissements si on n'est pas capable déjà d'assurer le bon fonctionnement des anciens. Ça, c'est la première information que nous tenions à donner. La deuxième information, nous tenons à noter que le président de la République, le Parti congolais du travail, la majorité présidentielle, ils sont déjà en campagne. Déjà, il avait commencé avec l'opération de révision des listes électorales. C'est le maire de Brazzaville qui avait pris un texte pour interdire cette tendance à ne pas respecter les lois et règlements de la République. Et tout le monde a vu qu'en violation des lois et règlements de la République, le président de la République est déjà en campagne. Parce que vous avez vu dans ces tournées, c'est pas le drapeau congolais qui flottait. C'est beaucoup plus les drapeaux du PCT et des partis de la majorité, etc. Maintenant, le comble pour nous, c'est cette image que nous avons vue. Nous avons vu M. Azi de Marseille en pleine campagne à Evo, alors qu'il est membre du Conseil supérieur de la liberté de communication. On a beau reprocher à ces gouvernants de faire l'effort de respecter les lois et règlements de la République. Nous avons déjà relevé que le Conseil supérieur de la liberté de communication n'était pas en conformité avec la loi. Et voilà maintenant qu'un grand responsable de cette structure s'est comporté en propagandiste. Il a révélé sa nature de membre du Parti congolais du travail et après on va nous dire qu'il fait partie de l'organe régulateur des médias, etc. Vous voyez bien qu'on est dans une situation très embarrassante, mais c'est gênant toujours de revenir sur ces mêmes commentaires. Mais enfin, nous l'indiquons. La troisième information que nous tenons à donner, et tout le monde la connaît, c'est que le président Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau, semble-t-il, a été victime d'un coup d'État. Coup d'État qui fait l'objet de beaucoup de commentaires puisque c'est lui-même qui a informé Jeune Afrique. Et ensuite, coup d'État qui fait apparaître, d'après certaines informations, qu'en réalité, il était battu par un opposant et que c'est pratiquement un jeu qui s'est fait pour empêcher à l'opposant d'accéder au pouvoir. Ce n'est pas une chose, c'est pas très intéressant. Lorsqu'on va au vote, il faut que ce soit sincère. Et lorsqu'on a la chance d'avoir une commission électorale qui fait correctement son travail, il faut laisser aller au bout. Et maintenant, on va empêcher à un opposant d'accéder au pouvoir et on va faire occuper par les militaires. Donc, c'est cette stratégie. Et nous avons fait des commentaires depuis que l'élection a commencé, les élections ont commencé en Côte d'Ivoire, au Cameroun et dans les autres pays. Vous voyez que les élections en Afrique, c'est véritablement un problème. Et les gouvernants, ceux qui sont déjà au pouvoir, font tout pour conserver coûte que coûte le pouvoir et faire que les opposants n'y accèdent pas. Et c'est véritablement dommage. Maintenant, la dernière information que je vais donner, c'est un rappel. Nous n'avons de cesse de rappeler la situation des retraités. Elle est difficile, elle est pénible. Ce sont véritablement des maltraités. Et aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience. Ils ont voulu faire un sit-in parce qu'ils avaient demandé qu'on paye les 5 mois de pension
3 au titre de l'année 2025 et 2 au titre de l'année 2024. On a cru comprendre que le président du Sénat avait souhaité qu'on aille au dialogue, mais le dialogue, c'est pas continuer à faire souffrir les retraités, et il faut que cette situation-là s'arrête. Mais en même temps qu'elle doit s'arrêter, il faut intérioriser le fait que pour l'année 2026, il faut qu'à partir du 1er janvier 2026, que les dispositions soient prises pour que, à la fin de chaque mois, les retraités touchent leur pension. Pas à la valeur du point d'indice 160, mais à la valeur d'indice 300. Et qu'ils rentrent en négociation avec les gouvernants pour les arriérer, les arrérages, et qu'on voit comment avoir une certaine sortie. Maintenant, après avoir donné brièvement ces informations, nous allons passer à la thématique principale. Vous savez, on a parlé de la fête de la proclamation de la République, et au Congo, une décision a été prise pour que le jour de la proclamation de la République, ce soit également le jour où, conformément à l'article 94 de la Constitution, le président de la République dresse au pays son message sur l'état de la nation. Alors, ce message, pour nous, avait un caractère particulier parce qu'il s'agissait du dernier message du mandat du président Sassou qui a commencé le 16 avril 2021 et qui va se terminer le 16 avril 2025 et 2026. Et c'est pour ça que c'est le dernier message qui apparaît comme un bilan qui doit être fait pour cette période. Alors, c'est pour ça, en ce qui nous concerne, nous avons pensé qu'il faut qu'on regarde véritablement les choses de très près. Et nous, on vous énonce les choses d'entrée de jeu. Le Parti congolais du travail et le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ont lamentablement échoué. Et les preuves sont là. Elles sont manifestes. La première preuve a été donnée par le président Denis Sassou Nguesso lui-même en mars 2024, lorsque devant le Conseil supérieur de la liberté, plutôt le Conseil supérieur de la magistrature, il a déclaré que le ver est dans le fruit. Il est effectivement dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Et vous avez compris, les Congolais ont compris, qu'il n'y a aucune institution, même pas le gouvernement qui l'a suivi dans cette déclaration. Mais nous constatons que le ver est toujours dans le fruit. Il n'a pas pu être détruit. Ça veut dire que le bilan est véritablement négatif. Et je crois que c'est une chose extrêmement importante qu'il faut relever. La deuxième déclaration que nous avons retenue à ce propos, c'est la déclaration du ministre des Finances, qui a déclaré devant les douaniers que notre pays traverse une réelle situation de crise. Et il a dit payer les salaires dans notre pays, c'est une véritable acrobatie. C'est un véritable casse-tête. Financer les dépenses internationales, c'est une acrobatie, c'est un véritable casse-tête. Financer le développement, financer l'avenir du pays, financer l'avenir des enfants, c'est une véritable acrobatie, un véritable... Qui peut dire mieux en ce qui concerne une situation d'un pays lorsqu'on se retrouve dans cette situation? Et c'est extrêmement grave. Maintenant, le troisième commentaire que nous pouvons faire, c'est les déclarations de Laurent Sokoko. Et nous ne nous cachons pas de le dire parce qu'à l'époque, nous avons soulevé le problème. Laurent Sokoko, à travers plusieurs vidéos, a révélé quoi? Mais il a révélé qu'avec le fils du président Denis Sassou Nguesso, ils avaient rencontré le président Dos Santos à l'époque. Et au cours de cette rencontre, Denis Sassou Nguesso a déclaré ouvertement, tout en sachant qu'il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, il est membre du gouvernement actuellement, il a déclaré ce qui suit. Et ceux qui peuvent contredire, mais les vidéos de Laurent Sokoko sont sur les réseaux et on peut les retrouver à tout le monde. Il a déclaré ceci. Mon père ne travaille pas bien. Les Congolais ne l'aiment pas. Il ne faut pas compter l'image qu'il essaye de se donner à l'extérieur. Nous voulons conserver le pouvoir. Et pour cela, il a sollicité l'appui et le soutien du président Dos Santos, comme il avait apporté le soutien à son père pour qu'il renverse son père. Évidemment, cette déclaration de Laurent Sokoko a retenu l'attention des Congolais pendant longtemps. Et on a été surpris du curieux silence de toutes les institutions de la République.
Et comme on parle de la proclamation de la République, il faut insister qu'il ne faut pas confondre la famille et la République. C'est deux choses extrêmement différentes. D'autant que lorsqu'on creuse et lorsqu'on approfondit les analyses, on se rend compte que Jean-Marie Michel Moukoko a connu une situation, on aurait pu dire une jurisprudence. Et Jean-Michel Moukoko purge actuellement sa 10e année à la maison d'arrêt. Donc, que vous soyez fils du président de la République ou membre de sa famille, lorsqu'il y a des affaires qui touchent, il faut que la lumière soit faite. Et en son temps, nous avons fait un certain nombre de déclarations pour réclamer qu'une enquête soit ouverte. Mais aussi longtemps que l'enquête ne sera pas ouverte, le problème est pendant. Pourquoi? Mais parce qu'il a été clairement dit que Denis Christel Sassou Nguesso avait recherché l'appui et le soutien du président Dos Santos pour renverser son père. Les partis congolais du travail sont partis émués là-dessus. Est-ce que c'est sérieux? Et quand on parle de paix, on essaie de voir comment on devrait pouvoir avancer, on doit dire que ce n'est pas sérieux. Maintenant, quand on se réfère à la Constitution, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un article 15 qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne devrait être défavorisé ou défavorisé par rapport à sa condition familiale, par rapport à sa condition ethnique, par rapport à sa condition sociale ou par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Les choses sont claires. Pourquoi deux poids, deux mesures? Et pourquoi on pense qu'on règle le problème en observant le silence là-dessus? Et moi, je pense que c'est des questions qu'il faut poser parce qu'aujourd'hui, je suis de ceux qui souffrent de ce que, au regard de ce genre de situation, Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa purgent leur 10e année à la maison d'arrêt et ce n'est pas du tout très intéressant. Maintenant, le cas qui vient après, pour lequel je tiens également à rappeler, c'est la déclaration qui avait été faite par le président de la chaîne, Joseph Kekenyombi Kabungu, lorsqu'il avait déclaré, en fait, que notre pays traversait une gravissime situation de crise et qu'il était pratiquement en ruine, qu'il était profondément malade et avait besoin de soins intensifs. Vous savez ce qui a été suivi, ce qui s'en est suivi. Il a été relevé de la position qu'il occupait au sein du bureau de l'Assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité effraie, la transparence inquiète. Et il ne faut pas que nous continuions sur ce créneau. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de Congolais ont donné sur ce point raison à Joseph Kekenyombi Kabungu, parce que nous ne faisons que nous enfoncer tous les jours davantage dans une situation de crise et ce n'est pas du tout très intéressant. Maintenant, ce qu'on peut dire plus récemment, ce qui a occupé les réseaux sociaux et qui défraie la chronique, mais c'est la situation, les déclarations faites par des figures emblématiques des sages notables de la Nikwala. Et je crois que le message qu'ils ont passé, c'est un message extrêmement fort, parce qu'ils ont fait ce message devant un sénateur dans l'espoir que ce message soit transmis au président de la République. Qu'est-ce qui ressort de ce message? Il ressort qu'il dénonce le fait que les promesses qui ont été faites par le président de la République lors de la campagne de 2021 n'ont pas du tout été respectées, surtout en ce qui concerne la Nikwala. Et nous ne voulons pas faire la langue de bois. Nous voulons aller au fond des choses, toucher les choses pour évoquer ce qu'ils ont dit. Et pour ce que j'ai suivi, j'ai noté. Qu'ils ont relevé qu'il y a eu la promesse de la réhabilitation de la route Infondo et Penadongo. Ça n'a pas été réalisé. Il y a eu la promesse de l'électrification de la ville d'Infondo. Ça n'a pas été réalisé. Il y a eu la promesse de la relance agricole avec la filière café-cacao et la création d'une banque pour soutenir les producteurs de café-cacao. Ça n'a pas été retenu. Il y a eu la promesse de la réalisation du corridor avec le bitumage du tronçon Wesso, Bandé, Djamena, avec Bretel, Pokola, Dongo, Enyele, Betou, Infondo et Pena Liranga. Ça n'a pas été réalisé. Vous voyez bien. Et ils ont insisté sur le fait qu'aujourd'hui, et de façon permanente, la Nikwala a toujours voté massivement pour le président de la République et pour le Parti congolais du travail.
Et c'est vérifiable. C'est vérifiable. Et moi, je l'ai vérifié parce que je me suis reporté au résultat du référendum du 25 octobre 2015 qui était relatif au changement de constitution. Et j'ai constaté que ce département avait 133 000 inscrits, 132 239 suffrages exprimés. Oui, ont voté oui, 100%. Vous voyez que c'est l'un des rares départements. Donc, à notre avis, le pouvoir a été mis à nu. Évidemment, cette réunion a été très mal perçue par certains originaires du département, mais ce qui a été constaté dans la Likwala devrait être constaté dans tous les départements du Congo si les sages avaient la sagesse pour dire les choses telles qu'elles se passent réellement et constater que ça ne va pas du tout. Mais il semble que le sénateur qui était à la base de cette initiative a été convoqué par sa famille politique. Nous ne savons pas. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que dans notre pays, dire la vérité pose problème. Être transparent pose problème. Alors où allons-nous? Où allons-nous? Mais nous sommes heureux et nous félicitons et ça de la Likwala d'avoir mis les problèmes sur la table et d'avoir dit clairement et dénoncé clairement le fait que les promesses qui ont été faites n'ont pas été réalisées. Et c'est dommage parce qu'il faut qu'on arrête les choses. Et la Likwala, c'est ça aujourd'hui, comme abandonné. Moi, personnellement, j'ai été très touché lorsque j'ai entendu un compatriote dire qu'il est peut-être mieux que la Likwala soit rattachée à la République centrafricaine. Mais je reviens sur le fait que le Congo est un et indivisible. Et nous devons avoir la sagesse de considérer tous les départements au même niveau et de faire en sorte que lorsqu'on fait des promesses, qu'on veille à ce qu'elles soient respectées et qu'on valide. Donc voilà pour ce premier volet que je peux considérer comme les commentaires généraux d'un aspect que je présente sous la forme comme l'aspect d'un bilan. Parce que les Congolais auraient certainement dû attendre que je réagisse par rapport au message. Mais moi, j'ai ma philosophie par rapport au message. Et si vous avez compris la philosophie qui nous a guidés dans l'émission, les deux dernières émissions, mais vous avez compris que nous avions déjà posé comme les jalons sous forme de questions, sous forme d'interrogations sur ce que nous attendions à voir du message et du présent. Maintenant, si on va aux autres aspects, nous devons dire et nous devons relever avec force puisque nous voulons parler du bilan de la période 2021-2026. Alors, si nous parlons de cette période, nous disons que depuis ce temps, au lendemain de l'atteinte, de notre atteinte du point d'achèvement de l'initiative du pays pauvre très endetté, bien évidemment, plusieurs acteurs politiques congolais ont constaté que le Congo était rentré dans une grave crise multidimensionnelle, crise qui était culturelle, qui était politique, qui était économique, qui était financière, qui était sociale, qui était sécuritaire. Bref, une grave crise pour laquelle ils avaient exhorté le président de la République à appeler à ce que les États généraux de la nation se retrouvent, évidemment. Ça a été un refus. Ça a été un refus. Et jusqu'alors, nous plongeons toujours davantage dans la crise. Nous allons venir faire un certain nombre de commentaires après. Maintenant, par rapport à cette crise, il y a deux volets qui nous ont préoccupés. Le premier volet avec l'actualité, c'est le volet sécuritaire. Aujourd'hui, avec le phénomène des bébés noirs, avec le phénomène des Koulouna et autres, puisqu'il y a une opération Koulouna Zéro qui est lancée. Et je crois qu'il faut qu'on s'y attarde un peu. Mais ce que nous tenons à relever par rapport à cette opération Koulouna Zéro, c'est revenir sur la déclaration du député Moigny. Parce qu'en son temps, il a fait une déclaration, je crois que c'est cette déclaration qu'il avait conduite à la prison, à son arrestation, à la maison d'arrêt, pour dire que sous le président Lissouba, ils avaient constitué une démarche qui constituait à créer l'insécurité. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité, là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous, on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui, il était acteur, toi, tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissés-passer. Quand eux
avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but, c'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Donc, ben oui. Il faut le lui rappeler, puis le vieux a tendance à oublier. Dit que ce sont des acteurs, mais ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas aussi affaiblis. Ils ne sont pas aussi mis hors de cause. Mais c'est des gens qui observent et qui respectent le président. Mais attention, attention. Peut-être, hein, lui il croit peut-être avoir mis ses parents, mais ils n'ont pas l'expérience de la guerre. On avait eu un petit test ici le 4 avril 2016. On a compris qui est qui. Donc, c'était un petit test. Ah, c'était un petit test. Ils étaient dans les véhicules blindés, mais ils ont vu un acteur en première ligne, chassant, tuant les ninjas. Ils ont vu ça. Ah, voilà, donc on n'est pas fini, mais on respecte. Et les armes qu'il a par rapport à sa fonction, il doit faire très attention parce que beaucoup de gens en ont. Et on a aussi des forces en attente, dormantes. Hein? Parce que, qu'on le veuille ou non, le gâteau tel que posé sur la table où chacun s'enchevrette pour venir s'assurer avoir un bon morceau. Mais ce gâteau-là, c'est nous qui sommes allés le chercher. Hein. Tu me connais. On a mené les combats ensemble jusqu'à la prise du pouvoir en 97. On a travaillé ensemble, tu sais. Mais j'observe, vieux. Je suis respectueux de cet homme-là, le président. Donc ce phénomène d'insécurité a même été organisé. Et il faut qu'on le reconnaisse. Donc, si on veut lutter contre ce phénomène structurellement et fondamentalement, mais il faut aller à la source du problème. Et quels sont ceux qui organisaient l'insécurité dans le pays sous le président Lissouba pour faire remonter la côte du président Sassou. Et lui, il se réjouissait de ce que, effectivement, ils avaient réussi. Mais ça veut dire que le problème de l'insécurité, c'est un problème très profond qu'il faut analyser sérieusement, sur lequel il faut qu'un certain nombre de départements ministériels se retrouvent pour analyser, pour établir les responsabilités. Parce qu'il y a bien eu des gens qui ont pris la décision d'organiser l'insécurité pour favoriser la montée en flèche d'une personnalité politique. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, nous avons entendu beaucoup de choses dire, on veut de la paix. Mais quand on veut de la paix, il faut qu'on soit dans la transparence. Quand on veut de la paix, il faut qu'on respecte les lois et règlements de la République. Et c'est pour ça que nous attirons l'attention. Parce que lorsqu'on prend ce qui se passe maintenant, il faut d'abord revenir sur un certain nombre de dispositions constitutionnelles. Et nous les avons. La première disposition constitutionnelle à laquelle nous pouvons faire allusion, c'est l'article 77 de la Constitution. L'article 77 de la Constitution dit ceci. Devant la nation et le peuple congolais, moi, etc., je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, etc. Donc, il faut que nous respectons les lois et règlements de la République. Et quand nous parlons du respect des lois et règlements de la République, s'agissant de cette opération, nous voulons revenir sur un certain nombre d'autres articles, notamment l'article 205, qui dit ceci. La force publique et apolitique, elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. C'est clair. Et quand je prends l'article 8,
toujours de cette constitution du 25 octobre 2015, nous revenons là-dessus parce que nous insistons. La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Et plus loin, il est dit, la peine de mort est abolie. Article 9. La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis. Article 11. Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi. Les choses sont extrêmement claires. C'est pour ça que nous nous posons la question, à partir de ce qui se fait. Est-ce que le Congo est devenu ou veut devenir une république bananière? Est-ce que le pays veut se transformer en jungle? C'est pour ça que nous interpellons les uns les autres pour dire le volet sécuritaire est important. Mais au-dessus de cette importance, il y a le respect des lois et règlements de la République, particulièrement le respect de la Constitution. Et c'est quelque chose de sacré que nous devrions considérer comme sacré, qu'on devrait pouvoir avancer. Maintenant, lorsque nous parlons toujours de cette grave crise multidimensionnelle, il y a un autre volet qui nous intéresse. Et je n'entends pas souvent ce mot dans la bouche des gouvernants. Et je le regrette très sincèrement. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la réconciliation nationale. Elle devrait occuper une place de choix. Et il faut rappeler que notre pays a accumulé trop de contentieux, beaucoup d'affaires qui sont à la base des frustrations, des rancœurs. Et à titre d'exemple, je vais vous en citer quelques-unes. La première, la situation inacceptable faite à l'ancien président Massamba Deba. Il faut que nous prenions conscience de ce problème dont on ignore 48 ans après sa mort le lieu où ses restes sont enterrés et qui demeure sans sépulture. Ce n'est pas normal. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Nous ne pouvons pas rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour qu'on aboutisse à la proclamation de la République et que nous soyons dans cette situation. Quel est le problème fondamentalement? Les gouvernants devraient pouvoir nous l'expliquer. Quel est le problème fondamentalement pour une personnalité qui a rendu des grands services à ce pays, qui a été président et qui a posé des actes extrêmement forts? Quel est le problème qui se pose? Au-delà de la situation du président Massamba Deba. Mais nous avons, mais il ne faut pas croire que c'est oublié. Il y a cet aspect de l'oubli total des disparus des couloirs humanitaires dont on ne souffle jamais mot. Pourquoi? Vous pensez que c'est le silence qui règle les problèmes? Mais il faut à un moment donné s'arrêter et en faire le bilan. Le troisième point que j'évoque à ce propos, mais c'est les disparus du but, pour lesquels il y a eu un procès qui a servi en fait à démontrer qu'il y a eu des victimes sans auteur. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Télar TV. Après le coup d'État de juin 1997 qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir, une opération militaire de grande envergure, dite de nettoyage, sera lancée en décembre 1998 dans la partie sud de Brazzaville, notamment dans le département du Poul, par le nouvel homme fort qui venait de prendre le pouvoir par les armes. Pour fuir ces exactions, ces violences, cette opération en réalité d'extermination, certaines populations du Poul vont traverser de l'autre côté du fleuve, notamment en RDC, le Congo démocratique, où ils trouveront refuge.
Rassuré par Denis Sassou Nguesso qu'il pouvait rentrer en toute sécurité au Congo-Brazzaville, des centaines de jeunes Congolais qui y avaient cru seront malheureusement payés à leur arrivée au beach. Les plus valides seront froidement exécutés, d'autres portés disparus. C'est l'affaire des disparus du beach. Après 20 ans, nous revenons sur cette affaire pour comprendre à quel niveau se trouve aujourd'hui le procès relatif, relancé à Paris après celui de Brazzaville, qui s'était soldé, comme vous le savez, par la condamnation de l'État congolais sans les coupables. C'est ainsi que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Patrick Baudouin, avocat pénaliste de la justice pénale internationale, président de la Ligue des droits de l'homme et président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Maître, vous êtes également le principal avocat de l'affaire des disparus du beach depuis 2001. C'est à ce titre que je souhaiterais vous interviewer aujourd'hui et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonsoir. Je vous en prie. Avant de commencer cette interview, Maître, permettez-moi d'inviter nos téléspectateurs à cliquer sur le pouce levé en dessous de cette vidéo, de partager au maximum cette émission pour mieux vulgariser l'information et de laisser un petit commentaire à la fin de cette émission. Moi, c'est Christian Perrin, si vous nous avez rejoint pour la première fois sur Télar TV. Cela dit, je reviens à vous, Maître Baudouin. Après le petit rappel du contexte des événements qui ont précédé les crimes contre l'humanité, j'ai dit, il y a eu un procès à Brazzaville qui s'est soldé malheureusement par la condamnation de l'État congolais sans les coupables. Mais dans le même temps, on aurait parlé de l'autorité de l'affaire jugée. Comment expliquer que cette affaire soit reprise au niveau de la France? Oui, alors juste un très bref rappel par rapport à ce que vous avez parfaitement indiqué de la chronologie de l'affaire. Bon, c'est une affaire qui a été lancée sur la base d'une plainte, d'une saisine du procureur en décembre 2001. Pourquoi la justice française a-t-elle été compétente? Parce que l'une des personnes concernées, suspectées, on va dire, c'est-à-dire le général Norbert Dabira, se trouvait sur le territoire français. Il a une résidence près de Meaux. Donc c'est de ce fait, parce qu'il avait une résidence en France, que la justice française a pu être saisie. Début 2002, il y a donc eu l'ouverture d'une information, le parquet a ouvert une information, et la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme et deux rescapés miraculés de ce massacre du beach de Brazzaville se sont associés pour se constituer partie civile. Donc il y a eu une instruction ouverte d'abord devant le tribunal judiciaire de Meaux. Dans le cadre de cette information, le général Dabira a été entendu, donc l'affaire a évolué à son égard. Il y a eu aussi un épisode, je vais passer rapidement, vous l'avez évoqué, avec la présence en France de Monsieur Ndengue, qui a pu être interpellé puisqu'il se trouvait sur le territoire français. Il a même été placé, mais très brièvement, en détention, et sur pression politique extrême, il a été libéré dans les 24 heures qui ont suivi. Nous étions en avril 2004. Ensuite, du côté du Congo-Brazzaville, des autorités du Congo-Brazzaville, et en lien, je le dis vraiment étroit, avec les autorités françaises, les deux justices ont coopéré pour tenir à Brazzaville un procès parfaitement mascarade au mois d'août 2005, qui s'est traduit d'une façon vraiment, c'est un scoop, un scud, on dit plus exactement, dans le paysage judiciaire, c'est-à-dire un procès au terme duquel on a dit, bah oui, il y a des responsables, mais il n'y a pas de coupables. Donc l'État congolais a été reconnu. Alors, pendant que vous en parlez, pardonnez-moi, maître, lorsque vous en parlez,
Je vous en prie. Comment interpréter cela juridiquement, un procès qui condamne un État sans les coupables? C'est une ovni, plus exactement. C'est un objet juridique non identifié. Et il y a eu une mission des Nations Unies qui a recommandé la poursuite des enquêtes jusqu'à ce que les responsabilités pénales, qu'on aboutisse à l'établissement des responsabilités pénales et individuelles. Est-ce qu'on peut rester comme ça en tant qu'État et ne pas évoquer ces problèmes? Mais ça génère des frustrations, des rancunes, des rancœurs. Et le Congo, c'est un pays qui a besoin de véritablement de réconciliation. Nous avons la situation de la catastrophe du 4 mars 2012 qui a endeuillé plusieurs familles. Nous avons eu la situation très proche de nous, de ce que l'on a appelé les attaques de Brazzaville Sud à partir du 4 avril 2016, qui se sont transformées en guerre du Poule, mais laquelle guerre a connu un bilan extrêmement préoccupant, tant du point de vue des victimes, que du point de vue des dégâts matériels, que du point de vue des exécutions sommaires, etc. Est-ce qu'on peut rester silencieux, sans réparer, sans réparation, sans faire un certain nombre de choses? Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Au-delà de ça, je sais que ces cas sont nombreux, mais j'évoque. Et la situation, que je trouve préoccupante, même si je l'ai abordé tantôt, de Jean-Marie Michel Moukoko, d'André Okombi Salissa et d'autres prisonniers politiques, sans oublier ces nombreux exilés qui sont à l'extérieur depuis pratiquement 97 et qui n'arrivent pas à revenir au pays. Mais il faut que nous ayons une réconciliation nationale. C'est pas le silence ou la terreur qui va effrayer, parce que les Congolais ont ça dans la rancœur et il faut pas que cela perdure et il faut qu'on puisse avancer. Donc nous disons sur ça, ce que je vous présente là, ce n'est qu'un échantillon. Ce n'est qu'un échantillon, mais ces dossiers sont extrêmement nombreux. Et en termes de bilan, il faut que les gouvernants prennent conscience de ce que c'est pas le silence qui est la bonne réponse à cette situation. Il faut que nous ayons le courage d'assumer notre histoire. Il faut que nous ayons le courage et la volonté de régler un certain nombre de problèmes. Et parmi ces problèmes, je crois que la réconciliation nationale, d'aucuns diront même, ben, vous avez le cas, par exemple, qui a été connu en Afrique du Sud, mais on peut s'inspirer de ces cas et essayer d'avancer, surtout maintenant qu'on approche la tenue d'une élection. Il faut que tout ça puisse avancer et qu'on puisse aller de l'avant. Donc après ces deux premiers cas que j'ai cités en faisant référence, etc., l'autre aspect que j'aborde, c'est de dire qu'il ne faut pas s'en cacher. Le Congo est depuis plusieurs années un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et lorsqu'on le dit, la question qui vient immédiatement après, c'est de chercher à savoir si dans une dictature, on peut organiser une élection libre, démocratique, crédible, transparente et apaisée. Moi, la réponse que je dirais, c'est non. Évidemment, ceux qui veulent de la langue de bois peuvent dire qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Mais cette démarche qui se repose sur ce que l'on appelle l'indice de démocratie. C'est l'indice qui permet d'évaluer l'état de la démocratie des pays du monde, à travers tout le monde entier. Et je peux vous donner quelques chiffres sur cet indice. Il était pour le Congo de 2,79 sur 10 en 2021, 2022, 2023 et 2024. En 2023, le Congo a été classé 131e au rang mondial sur 167 pays et en 2024, 128e. Mais ça n'empêchera rien. Ce n'est pas un bon indice. Nous sommes pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et les chiffres sont là, des monstres froids, mais qui vous révèlent un certain nombre de vérités. En Afrique, on voit encore des chefs d'État rester au pouvoir pendant plusieurs décennies, un phénomène devenu presque unique au monde. Voici quelques présidents qui battent le record sur le continent. En 7e position vient Djibouti avec Ismaïl Omar Guelleh qui dirige le pays depuis 26 ans. Réélu en 2021 avec plus de 98% des voix, il semble bien parti pour rester encore longtemps. Ensuite vient le Rwanda de Paul Kagame au sommet depuis 31 ans, dont 25 ans comme président. Il a été d'abord vice-président et ministre de la Défense avant de prendre officiellement la tête du pays en 2000.
Son bilan économique est salué, mais sa gouvernance est jugée autoritaire. Après le Rwanda vient l'Érythrée, où Isaias Afwerki est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1993. Sans élection et à la tête d'un régime qualifié très fermé, il dirige depuis maintenant 32 ans. L'Ouganda occupe le 4e rang avec Yoweri Museveni comme président depuis 1986, soit 39 ans de règne. Il a modifié la constitution pour écarter la limite d'âge et reste candidat à sa propre succession. Denis Sassou Nguesso vient en 3e position au Congo-Brazzaville. Il cumule 41 ans de pouvoir. Après une première période entre 1979 et 1992, il est revenu en 1997 grâce à une guerre civile et n'a plus quitté le pouvoir depuis. À la 2e place vient Paul Biya du Cameroun. Âgé de 92 ans, il est président depuis 1982. Cela fait donc 43 ans qu'il dirige malgré des crises politiques et sécuritaires répétées et une opposition qui peine à le déstabiliser. Et le record absolu revient à Théodore Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale. Depuis 1979, il dirige son pays sans partage et totalise déjà 46 ans au pouvoir. Pour préparer sa succession, il a même nommé son fils vice-président. Ces dirigeants battent des records de longévité politique en Afrique, ce qui soulève des questions sur la démocratie et l'alternance sur le continent. Alors, on ne devrait pas s'en offusquer. On devrait au contraire bâtir une vision pour se dire, nous ne voulons plus être une dictature, nous voulons devenir une démocratie pleine. Et pour ça, que faisons-nous? Et on prend les responsabilités pour accomplir un certain nombre de choses et on essaie d'avancer. Je crois que c'est ça. Donc, ne trompons pas notre peuple. Quand nous disons, nous sommes un État de droit, non, nous sommes encore très loin. D'ailleurs, de la preuve, nous ne respectons pas nous-mêmes nos lois et règlements de la République, etc. Donc, voilà un peu la situation. L'autre aspect qui vient immédiatement après, c'est que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il fait même partie du top 10 des pays corrompus d'Afrique. Et là aussi, il faut dire qu'il y a un paradoxe. Parce que le projet de société qui s'exécute au Congo, c'est ensemble poursuivons la marche. Mais est-ce que la marche où? La marche vers le développement. Mais est-ce qu'on peut rechercher le développement et tolérer la corruption, tolérer la concussion, tolérer la fraude, tolérer les détournements de fonds publics? Ce n'est pas possible. La corruption endémique en Afrique, une entrave au développement. Voici la liste des 20 pays les plus corrompus en Afrique en 2025. La corruption reste l'un des plus grands obstacles au développement économique et social en Afrique. Elle engendre un climat d'insécurité, mine la confiance des citoyens envers leur gouvernement et favorise l'injustice sociale. Dans le rapport annuel de Transparency International, l'indice de perception de la corruption, IPC, classe les pays selon leur niveau de corruption perçu dans le secteur public. En 2023, plusieurs pays africains figurent parmi les plus corrompus du monde, ce qui montre l'ampleur du phénomène et la nécessité d'y remédier pour favoriser la stabilité et la croissance. La corruption est un problème persistant dans plusieurs pays africains, et elle est souvent évaluée par des indices comme l'indice de perception de la corruption de Transparency International, qui classe les pays en fonction de la perception de la corruption dans le secteur public. Voici une description des 20 pays les plus corrompus en Afrique, avec les causes principales et des détails pour chaque pays. 1. Somalie. Cause: conflit prolongé, faible gouvernance, groupe terroriste, faiblesse des institutions étatiques. Détail: la Somalie souffre d'une insécurité politique et militaire, et les institutions gouvernementales sont souvent manipulées par des intérêts privés. 2. Soudan du Sud. Cause: guerre civile, économie de rente, corruption des élites. Détail: les ressources pétrolières sont souvent exploitées par des élites au détriment du peuple, et la guerre civile a dévasté les institutions. 3. Soudan. Cause: instabilité politique, coups d'État répétés, monopole des ressources par l'élite militaire. Détail: les militaires contrôlent de larges secteurs de l'économie et le manque de démocratie favorise la corruption. 4. Libye. Cause: conflit post-Kadhafi, faiblesse des institutions, fragmentation politique. Détail: la corruption est exacerbée par la concurrence entre milices et par la faiblesse de l'État central. 5. Guinée équatoriale. Cause: économie dépendante du pétrole, concentration du pouvoir entre les mains de la famille présidentielle. Détail: la richesse nationale est souvent contrôlée par la famille du président Théodoro Obiang, avec peu de bénéfices pour la population. 6. République centrafricaine. Cause: conflits ethniques, influence de groupes armés,
faible gouvernance. Détail. Les ressources minières sont contrôlées par des groupes armés et la corruption est endémique dans l'administration publique. Dièse 7. Tchad. Cause. Domination par des élites militaires, pauvreté, faible gouvernance. Détail. Le pays est marqué par une concentration de pouvoir militaire et les institutions civiles sont sous-développées. Dièse 8. Congo-Brazzaville, République du Congo. Cause. Rente pétrolière, concentration du pouvoir, mauvaise gestion des fonds publics. Détail. Le gouvernement est accusé de siphonner les revenus pétroliers pour financer les élites politiques. Number 9. Zimbabwe. Cause. Crise économique, sanctions internationales, mauvaise gouvernance. Détail. La corruption est fréquente dans les secteurs des ressources et des terres, exacerbée par les défis économiques. Raute 10. Burundi. Cause. Instabilité politique, économie fragile, domination des élites. Détail. Les ressources sont accaparées par l'élite et l'absence d'une justice indépendante favorise l'impunité. Raute 11. Érythrée. Cause. Régime autoritaire, manque de transparence, militarisation. Détail. La corruption est encouragée par un manque de liberté civile et une économie largement contrôlée par l'État. C'est paradoxal. Et je vous donne encore une fois quelques indications. Cet indice a été pour le Congo de 21 sur 100 en 2021, 162e sur 180 pays, de 21% en 2022, de 22% sur 100 en 2023 et de 23 sur 100 en 2024. Vous voyez bien que c'est véritablement médiocre. Véritablement médiocre. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi les gouvernants sont impuissants pour lutter contre ce fléau que l'on considère comme le cancer de la société, comme le cancer de l'économie, comme un véritable obstacle, un véritable handicap au développement. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Et pourtant, nous allons insister là-dessus, en 2009, dans son discours d'investiture, le président Denis Sassou Nguesso a déclaré clairement en disant « Je ne surprends personne » en affirmant qu'en dépit de nos efforts multiples, notre pays n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement public et de tout autre, et d'autres actes tout autant répréhensibles que néfastes à l'accomplissement de notre bonheur collectif. Et il a précisé, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, aucun gouvernant n'a été interpellé. Pourquoi cette impuissance? Après un aveu aussi clair, pourquoi cette impuissance? Comment on n'arrive pas à lutter contre ce fléau très extrêmement dangereux? Et je poursuis. En 2016, le président Sassou a parlé de rupture, évoquant cela les dénonciations pour ce qu'il considère comme des antivaleurs qui constituent pour lui comme des véritables freins au développement du pays. Mais il s'est rendu rapidement compte que le concept de rupture a été tourné en dérision. Et en 2017, il a dit encore quelque chose de plus fort. Oui, à travers laquelle il voulait privilégier la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Mais en 2018, c'est encore plus clair. Face aux défis économiques tels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule la justice est prévaudra. Mais dites-moi comment, après de si belles déclarations, après de constats aussi clairs, mais en réalité, que constate-t-on? On constate finalement que les gouvernants ont choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, mais qui ont plongé le pays dans le chaos, dans la ruine, qui ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Ils ne sont nullement inquiets. Ils se promènent, etc. Et vous me parlerez des cas, mais les cas, ils sont connus. Nous avons la situation des 14 000 milliards des excédents budgétaires, pour lesquels le président lui-même, le 12 août 2006, avait dit que l'argent était déposé dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, qu'aucun franc ne serait retiré de ce compte sans la moindre loi rectificative des finances, et que chaque année, la Cour des comptes et de discipline budgétaire ferait un audit qui serait rendu public. Pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas d'audit qui a été rendu public? Et pourquoi
Les Congolais ne savent plus où se trouve les 14 000 milliards. En parler, c'est devenu un peu... Où est passé cet argent? Mais les Congolais sont en droit de demander. Et ils demandent d'ailleurs. C'est pour ça que lorsque le président de la République fait un message comme celui qu'il a fait le 28, mais les Congolais sont surpris qu'on ne parle pas du tout, qu'on ne leur explique pas du tout où sont partis les 14 000 milliards. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les généraux futurs dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école, mais vous, le parent, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que c'est un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Au-delà des 14 000 milliards, mais vous avez les révélations de Panama Papers qui ont révélé que si Congolais détenaient 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux, le plus riche d'entre eux possède plus de 2 000 milliards. Il a fait comment? Et comment l'État peut être silencieux, préfère faire souffrir les retraités, les fonctionnaires, etc., que de chercher à récupérer cet argent? Il y a le FIGA-Gate, il y a le Trésor-Gate, il y a les 160 milliards qui ont été détournés au niveau du ministère de la Santé et de la Population. Alors, comment on peut se retrouver dans une situation où on est en crise, on préfère faire souffrir les Congolais que de régler fondamentalement ce problème? Et c'est véritablement dommage. À cela, avec vraiment beaucoup de peine au cœur, je terminerai en parlant du différentiel des bourses de 6 milliards qui, semble-t-il, se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces. Et depuis le 28 novembre 2024, ça fait un an jusqu'aujourd'hui, on n'en parle plus, aucune enquête. Mais ça veut dire, ceux qui ont volé, ceux qui ont détourné, qui se sont enrichis, c'est certainement des chanceux et ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Alors, le constat, c'est quoi? Et il faut que les Congolais en prennent conscience. C'est une gouvernance basée sur le vol, sur les détournements des deniers publics, sur la fraude, sur la concussion, au profit des gouvernants, des dignitaires du Parti congolais du travail, des membres de la famille et du clan présidentiel. Ce n'est pas normal. Où conduit-on le Congo? Et comme Joseph Kibumbi Kiambungu l'a dit en décembre 2024, on l'a effectivement conduit à la ruine et il ne faut pas en être surpris. On a même choisi délibérément d'enrichir, d'appauvrir l'État pour enrichir des particuliers. À quelle fin? À quelle fin? Est-ce que c'est normal? Et c'est véritablement la situation, à notre avis, qui préoccupe. Et il y a un paradoxe qui apparaît entre le projet de société qu'on prétend exécuter et la situation et la réalité réelle sur le terrain. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Maintenant, après avoir parlé de ça, toujours sur la base de quelques chiffres, nous allons évoquer un aspect très important, le taux de croissance, en liaison avec la mauvaise répartition de la richesse nationale. J'ai cru lire à travers les documents qui ont été faits pour le budget de la loi de finances pour l'année 2026, mais qu'en 2025, notre taux de croissance aura été de 3,1% et qu'en 2026, il sera de 2,6%. Moi, j'ai préféré me baser sur les taux de croissance que j'ai retenus au niveau des perspectives économiques du Fonds monétaire international de l'Afrique subsaharienne. Et à ce niveau, il a été dit que les taux de croissance ont été de 6,3%, de moins 6,3% en 2020 pour le Congo. Ça veut dire que nous étions en pleine récession et que c'est passé à 1,1% en 2021, c'est passé à 1,8% en 2028 et c'est passé à 2% en 2023, 2,1%. Donc, visiblement, certainement de façon fragile, on est en train de sortir de la situation qu'on connaissait pour essayer d'améliorer les choses. Mais alors, la question qu'on se pose, à qui profite cette croissance? La réponse est claire. Elle profite à une petite minorité, pendant que la grande majorité des Congolais croupit dans la misère, dans la pauvreté, à la fois inacceptable et intolérable. Et vous me direz sur quoi j'ai mis à sa base ce qu'il dit. Mais c'est simple.
Je vais vous donner une information qui va vous surprendre. Un décret a été pris en 2012. Je crois que c'est le décret 1037/2012 du 3 octobre 2012. Ce décret fixe les conditions de rémunération des ministres, des membres du gouvernement et assimilés et autres avantages. Mais posez-vous la question, pourquoi ce texte n'a jamais été publié au journal officiel? C'est un décret, c'est un texte réglementaire. Il n'a jamais été publié au journal officiel. Pourquoi? Mais c'est un manque de transparence. C'est une volonté de cacher un certain nombre de chiffres. C'est pour se dire, si nous publions au journal officiel, mais tout le Congo serait au courant. Mais pourquoi il le cache? Mais écoutez, je vous ai déjà donné quelques informations. Le premier ministre congolais gagnerait 25 millions de francs CFA. Le ministre d'État congolais gagne. Le premier ministre congolais gagne plus que le président Trump et il gagne plus que le chancelier allemand. Le ministre d'État congolais gagne plus que le premier ministre japonais. On peut faire la comparaison. Le ministre simple gagne bien plus que le président Poutine, bien plus que le président Macky Sall, etc. Et quand vous voyez, le ministre d'État gagnerait, dit-on, 15 millions. Le ministre simple gagnerait, dit-on, 10 millions. Mais comparativement aux autres pays, nous avons fait une réflexion qui a fait apparaître que le ministre congolais est pratiquement le ministre le mieux payé, déjà par rapport aux pays africains, et il est beaucoup mieux payé que certains responsables, les dirigeants des pays politiques du monde. Est-ce que c'est sérieux? Et j'ajoute, pour votre information, que le premier ministre indien gagne près d'1 179 000 francs, que le président chinois gagne 1 039 000 francs. Et quand vous faites la comparaison, d'abord avant de faire la comparaison, le salaire minimum de la fonction publique est de 90 000 francs. Le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, est de 70 400. Vous voyez l'écart entre le salaire du Premier ministre et le salaire, le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Mais si je fais la même projection en Chine, le président chinois gagne 1 039 000. Le salaire minimum en Chine, parce que ça varie, dit-on, selon les régions, mais j'ai pris le salaire de la région qui a le salaire minimum le plus bas, c'est 218 €, c'est-à-dire près de 143 000 francs. Et quand vous comparez le salaire du président chinois par rapport au salaire minimum de la Chine, mais le salaire du président chinois, c'est 7 fois le salaire minimum des derniers pays. Mais au Congo, le salaire du Premier ministre, c'est pratiquement 250 fois, 277 fois le SMIC. Est-ce que c'est normal? Et chaque jour, on crie qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas ceci, qu'on fait, etc. Donc, vous avez la preuve flagrante de ce que l'on a choisi, d'enrichir une petite minorité et de faire souffrir la grande majorité des Congolais. Surtout, lorsqu'on se retrouve comme les retraités avec près de 50 mois d'arriérés de pension, c'est-à-dire pratiquement 4 ans, évoluant vers 5 ans. Vous voyez ce que ça représente. Ça devient même de la méchanceté. Maintenant, le volet que nous allons aborder après, c'est le volet financier. Alors, nous avons constaté à travers les documents qui ont été préparés pour le budget 2026 qu'il y a une décroissance préoccupante au niveau des recettes. Et nous avons constaté que ces recettes qui étaient de 2605 milliards en 2024, elles ont baissé à 2550 milliards en 2025 et en 2026, elles baissent à 2500 milliards. Pendant ce temps, les dépenses sont en train de croître. Elles sont passées de 2069 milliards en 2024 à 2198 milliards en 2025 et à 2267 milliards en 2026. Alors, ce qu'il faut noter, et qui est fantastique, j'espère que les gouvernants y réfléchissent. En 2010, le Congo s'est vanté d'être le pays, des pays de la zone franc hors la France, qui avait le budget le plus élevé. Et notre budget s'élevait à 2814 milliards. Pendant ce temps, le budget de la Côte d'Ivoire était à 2627 milliards. Mais posons-nous la question, quelles sont les projections faites pour 2026? Alors, en 2026,
la Côte d'Ivoire a projeté un budget de 17 350 milliards de francs CFA. 17 350 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que le budget de 2010 a été pratiquement multiplié par 7. Et le Congo, quelle est sa situation? Le budget est passé de 2814 milliards en 2010 passera plutôt à 2501 milliards en 2026. Donc, pendant que les autres ont travaillé, ont fait croître leur budget multiplié par 7, le nôtre a baissé pratiquement de, je sais pas, c'est près de 6%, je crois. Et ça nous amène à poser une question. Mais où va l'argent du Congo? Où va l'argent du Congo? Et cette question est d'autant plus importante que nous avons suivi une fois la déclaration du directeur général des douanes qui se plaignait et qui disait qu'au lieu des 180 milliards qui étaient projetés, je crois que pour l'année 2024, mais qu'il y avait pratiquement 600 milliards d'exonération. Est-ce qu'on peut tolérer? Vous avez de l'argent. Vous avez besoin d'argent et vous faites des exonérations qui sont 3 à 4 fois supérieures au montant projeté pour les rentrées douanières. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et moi, j'ai bien aimé la réponse du ministre Thierry Mungala lorsqu'on lui a posé la question sur la situation de la redevance audiovisuelle. Moi, j'ai bien apprécié qu'il ait déclaré que ça allait vers des directions, sinon des mains inappropriées. Et moi, j'ai été surpris qu'un membre du gouvernement constate qu'il y a comme ça de l'argent qui va vers des disciplines. En fait, il s'agit de vols, de détournements, de répartitions, etc. Mais le gouvernement le dit calmement. Et la proposition qu'il a faite, c'est de dire il faudrait peut-être supprimer cette redevance, etc. Alors, curieusement, lorsqu'on prend l'aspect financier, comme je viens de l'évoquer, quand on regarde les objectifs, ce qui surprend, c'est quoi? Et c'est la philosophie de la gestion de la mauvaise gouvernance de ce gouvernement. En termes d'objectifs, il n'y a aucune idée, aucune projection sur la réduction du train de vie de l'État. Rien n'est fait pour la lutte contre la corruption, en dépit des nombreux cas que j'ai considérés. Rien n'est fait pour la réalisation des audits d'un certain nombre de projets désaccélérés, de municipalisation accélérée. Et je vous prends souvent un exemple sur lequel je vais revenir. Le coût estimatif projeté pour l'université Denis Sassou Nguesso était de 241 milliards. Et nous avons tous découvert sur les réseaux que la deuxième université de Dakar, construite sous le président Macky Sall, n'avait coûté que 65 milliards. Donc, avec ce qu'on avait projeté pour une université à Brazzaville, au Sénégal, on aurait pu construire 4 ou 5 universités. Est-ce que c'est sérieux? Lorsque c'est aussi flagrant, est-ce qu'on devrait avancer? Pourquoi cette impuissance, ce manque de courage et ce manque de volonté politique? C'est ça la politique. Et quand on dit, oh, il faut qu'on continue, etc., mais c'est pour reconduire exactement ces mêmes choses et c'est véritablement pas inacceptable. Maintenant, l'autre point sur le plan financier que je vais aborder, c'est la dette. Je ne vous apprends rien. Vous savez qu'en 2010, lorsque nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très, très endettés, notre dette a été drastiquement réduite, pratiquement à 1565 milliards, c'est-à-dire près de 25,7% du produit intérieur brut, alors que la norme communautaire est de 70%. Ça nous enlevait un grand boulot, un gros obstacle au développement. Ça nous ouvrait des perspectives. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous savez bien que finalement, cette dette est passée de 1565 milliards en 2010, elle est passée à 3036 milliards en 2015, elle est passée à 6596 milliards en 2020. Déjà en 2020, elle faisait 111,1% du produit intérieur brut. On était au-delà de la norme communautaire. Elle est passée à 8130 milliards en 2021 et pratiquement aujourd'hui, on a pensé être au niveau de 530 milliards, mais avec le rebond, il semble que le pourcentage par rapport au PIB a encore terriblement augmenté. Et ceci, pendant une bonne période,
lorsque nous avions des excédents budgétaires. Ceci pendant que, en 2017, nous avons caché une partie importante de notre dette et aucune responsabilité n'a été établie. Vous suivez le bruit qui se passe au Sénégal et ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Alors, que faisons-nous? Alors, on peut évoquer d'autres aspects, mais sur cet aspect, l'aspect de la dette, on a pratiquement hypothéqué l'avenir des jeunes avec le rebond jusqu'en 2034. À quel taux? On a voulu nous faire croire que c'était près de 10%, mais on apprend que c'est autour de 13%. Que faisons-nous? Et pourquoi ils ont du mal à récupérer de l'argent qui est à l'extérieur pour venir donner une impulsion et faire en sorte que nous avancions? Moi, je souhaitais que nous ayons ces tableaux pour que ça soit clair dans les esprits des uns et des autres, que ça soit véritablement clair. Au-delà de ça, je ne vais pas faire les détails parce qu'on n'a pas toujours suffisamment de temps pour ça. Plusieurs des aspects peuvent être évoqués, s'agissant de la situation économique et financière, s'agissant de la situation du pays. Nous pouvons par exemple évoquer la forte dépendance de notre économie vis-à-vis du pétrole, qui la rend vulnérable aux chocs extérieurs. Nous avons une économie qui n'est pas diversifiée. Nous avons un chômage endémique. Nous avons une baisse inquiétante du pouvoir d'achat et la non-amélioration des conditions de vie. Nous avons ce problème de mauvaise qualité de la dépense. Nous avons ce problème de l'impunité criarde. Nous avons ce problème du panier de la ménagère et autres. Et aujourd'hui, il faut être franc. Le constat qu'on fait, c'est que nous sommes pratiquement en état de cessation de paiement. Vous écoutez les cris des retraités, vous écoutez les cris des étudiants, vous écoutez les cris des travailleurs de plusieurs structures. J'ai suivi il n'y a pas longtemps les structures, les travailleurs de la mairie de Dolisie qui avaient annoncé qu'ils avaient 97 mois de retard de salaire, c'est-à-dire 8 ans. Comment font-ils pour vivre? Comment font-ils pour vivre? Et quand on a ça, on se dit, le bilan, il est vraiment négatif. Il faut gérer le pays autrement qu'il ne se gère aujourd'hui. Mais avant d'aller vers la fin de tout ça, nous avons quelques autres préoccupations. Parce que nous attendions à ce que dans le message sur l'état de la nation, que ces aspects soient évoqués. Malheureusement, nous avons constaté qu'ils n'ont pas été évoqués. Parmi ces aspects, nous avons le premier point, le changement de constitution, qui s'est fait au prix de beaucoup de sang, au prix de gros dégâts, parce qu'il semblait qu'il fallait qu'on change la constitution pour faire évoluer les institutions. Mais tout ça s'est fait en violation des lois et règlements de la République, notamment l'article 185 de notre Constitution. Tout ça s'est fait en violation de l'acte constitutif de l'Union africaine, en violation de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mais pour que nous découvrons quoi? Mais pour que, à travers les révélations de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de France, que nous découvrons que contrairement à ce qu'on nous avait dit, qu'il fallait changer de constitution pour consolider la démocratie. Je vous ai donné l'indice de démocratie, ça n'a pas été consolidé. Il fallait changer de constitution parce que le président Sassou était le seul à garantir la stabilité, la paix et le développement du pays. Vous voyez les niveaux auxquels le pays se trouve maintenant. Il fallait changer de constitution parce que le président Sassou était le seul capable d'amener le Congo à l'émergence à l'horizon de l'année 2025. Nous allons à la fin de l'année 2025. Est-ce que nous sommes émergents, etc. Est-ce que c'est sérieux? Maintenant, ce qui préoccupe, c'est que non seulement on a voulu divertir les Congolais, mais les Congolais se rendent compte qu'ils ont été dupés. Mais en plus, on découvre qu'il y a des publications où les gens disent qu'il faut créer 1 ou 2 postes de vice-président. Mais où allons-nous? C'est le manque de vice-président qui fait que les gens volent, que les gens, et qu'il n'y a pas celui qui va arrêter tout ça. Ceux qui sont là ne sont pas capables de le faire. On ne peut pas punir, on ne peut pas faire un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, à travers ce qui s'est passé à travers le monde, notamment en Afrique, quand on voit ce qui se passe au Cameroun, quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quand on découvre ce qui se fait en Guinée-Bissau, on découvre quoi? On change de constitution, en fait, comme le président Mamadi Doumbouya l'avait dit.
mais pour demeurer éternellement au pouvoir. C'est un problème de conservation du pouvoir. Mais les résultats sont mauvais, le bilan est négatif, vous faites souffrir les gens. Et vous voulez continuer à vous maintenir éternellement au pouvoir. Mais quand on fait le point sur l'état de la nation, mais il faut expliquer aux Congolais tout ça. Les Congolais auraient été heureux. Et quand je me suis agenouillé, les gens m'ont dit, mais pourquoi ils se sont agenouillés? Mais là, il y a des gens qui devraient s'agenouiller pour dire aux Congolais, en tout cas, on ne vous avait pas dit la vérité. Nous, ce que nous voulions, c'était demeurer au pouvoir et puis faire en sorte que cela ne bouge pas. Maintenant, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Alors, je dis, il faut que ce débat ait lieu. Il faut qu'on tire les leçons. Ceux qui ont développé des théories en 2014, en 2015, sur ce problème de changement de constitution, il faut qu'on s'asseye, qu'on tire les leçons. Moi, j'étais de ceux qui disaient qu'il ne fallait pas changer et que c'était une très mauvaise chose. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut nous battre pour aller à la limitation des mandats à 2. Un mandat de 5 ans, une fois renouvelable, avec un verrouillage plus sérieux de la disposition sur la révision ou sur le changement de constitution. Alors, on est où? On peut faire le bilan maintenant. 40 ans du pouvoir du président Sassou, sa présence depuis 2016, et puis je vous ai dit, on y reviendra, que le président Sassou n'a respecté ni la constitution de 2002, ni la constitution de 2015. La question, est-ce qu'il y a une constitution que les gouvernants congolais peuvent accepter et respecter? Le problème ne se situe donc pas au niveau de la constitution, mais il se pose en termes de gouvernance, en termes de gestion de la chose publique et autre chose, et on devrait pouvoir avancer. Le deuxième aspect préoccupant que nous voulons avancer, c'est les accords entre le Rwanda et le Congo. Ça a fait couler beaucoup d'encre, surtout lorsqu'il y a eu ce débat sur la rencontre entre les ministres Pierre Mabiala et l'ambassadeur rwandais qui était, dit-on, venu chercher des titres fonciers ou des terres que le Congo avait offert au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud, etc. Ça a pris de l'ampleur lorsque on a vu une vidéo qui faisait apparaître que au niveau de la télévision nationale rwandaise, il y avait des interventions pour dire qu'il y avait une mission rwandaise qui était venue au Congo et qui a découvert 2 sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km² et qui était devenue la propriété du Rwanda. Ça veut dire que il y avait la constitution de 2 enclaves rwandaises sur le territoire congolais, ce qui est véritablement inacceptable. Et les Congolais se sont levés. Il y a eu d'autres questions qui se sont posées. Mais s'agissant surtout de cette affaire de 980 km², le Rwanda a énoncé ça, les autorités congolaises ont refusé et nous sommes arrivés à la déduction. Mais des deux, soit le Rwanda, soit le Congo, il y a un qui ment. Et on a posé la question au gouvernement. Et on souhaitait qu'au cours du message comme celui qui a été fait le 28, mais qu'on nous dise qui a menti. Est-ce que c'est le Congo? Est-ce qu'on peut bâtir une coopération constructive gagnant-gagnant avec le mensonge? Je dis non. Et nous, quand on a suivi ce problème, quand je dis nous, les Congolais de l'intérieur, les Congolais de l'extérieur, nous nous sommes levés et nous avons crié haut et fort. Non à la vente de nos terres. Non à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda. Oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Mais les gouvernants n'ont jamais dit clairement quelle était leur position. J'entends maintenant le ministre Mbouba dire que tous les Congolais demandent que le président Sassou soit candidat, ils demandent au président Sassou de donner sa position. Mais quand les Congolais se sont levés pour dire qu'il faut annuler les accords, pourquoi les députés, les sénateurs ne se sont pas levés pour interpeller le gouvernement et dire annuler ces accords? Pourquoi? Alors, il y a véritablement problème et il ne faut pas que les choses continuent de ce genre, de cette façon. L'autre aspect sur lequel nous voulons insister, mais c'est la situation des prisonniers politiques. C'est la situation du retour de tous nos exilés qui sont en dehors du pays, qui reviennent au Congo pour la construction du pays. Alors, quand je vois, par exemple, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, ces 2 candidats à l'élection présidentielle de 2016 qui n'en ont jamais reconnu les résultats. Mais quand nous évoquons ces problèmes, d'abord, il y a des voix qui se sont levées à travers le monde, pas seulement au niveau du Congo, puisqu'il y a même un groupe de travail des Nations Unies qui a séjourné ici au Congo et qui a demandé, qui a donné un avis
pour la libération et le dédommagement de Jean-Marie Michel Moukoko et d'André Kombi-Salissa, certainement d'autres prisonniers politiques. Il faut regarder. Il faut regarder. Surtout lorsque je mets cette situation en comparaison avec la situation que j'ai évoquée très tôt. Mais des révélations de Laurent Sokoko. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Pourquoi une justice à 2 vitesses? Ensuite, quand on regarde ce problème toujours de Jean-Marie Michel Moukoko et André Kombi-Salissa, mais nous rappelons qu'à la même époque, il y a eu l'attaque dans la partie sud, Brazzaville Sud. Il y a eu une attaque. Et cette attaque a été attribuée à des compatriotes que l'on considérait des terroristes avec lesquels on ne pouvait pas négocier. Cette attaque s'est prolongée dans le pool. Nous en connaissons le bilan. Bonjour, bienvenue à Oyo, au Congo-Brazzaville, pour une interview exclusive avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, merci de nous accueillir. C'est moi qui vous remercie. J'ai fait le déplacement jusqu'ici. Monsieur le Président, ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas exprimé. Cela fait 1 an, suite à votre réélection contestée par l'opposition, par la communauté internationale. On sait qu'avant ça, vous aviez organisé un référendum pour changer la Constitution. Ça vous a permis de vous représenter. Depuis, il y a une crise sécuritaire, notamment dans la région du Pool. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui, vous pensez que le Congo va sortir de cette crise post-électorale? Vous parlez de crise post-électorale. C'est le moment de dire qu'au Congo, il n'y a pas de crise post-électorale. Vous avez parlé du référendum, de l'élection présidentielle. Et toutes ces élections se sont déroulées dans le calme total, sans incident majeur. Pas dans la transparence, d'après beaucoup de gens, dans l'opposition, d'après les observateurs. C'est pour ça qu'il y a toute cette tension. Sans incident majeur. Et les règles de l'organisation de l'élection étaient telles que personne ne pouvait se plaindre puisqu'il a été donné à chaque candidat d'avoir un représentant dans chaque bureau électoral. Chaque candidat devait avoir un représentant dans chaque bureau électoral. Donc vous niez les accusations de fraude, de scrutin? Je n'ai pas besoin de les nier, je donne les faits. Depuis, Monsieur le Président, il y a quand même un gros problème sécuritaire dans la région du Pool. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Personne ne peut vraiment s'y rendre à part les forces de sécurité. Les organisations des droits de l'homme craignent qu'il y a de nombreux abus des droits de l'homme de la part des forces de sécurité. D'un autre côté, on sait qu'il y a les forces du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire dans cette région si volatile? Bon, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Pool. Monsieur Binsamo, qui s'est rendu coupable d'exactions graves sur les populations civiles, à Brazzaville comme à l'intérieur du Pool, et qui a détruit quand même de nombreux édifices publics et privés, et qui s'est retranché dans une partie du Pool pour échapper à la justice, et qui a pris, je dois le dire, en otage des populations civiles dans le Pool pour en faire des boucliers humains. Alors, Binsamo et ses milices ne sont que des bandits qui sont recherchés par la justice. Mais il y a eu quoi? Il y a eu un accord qui a été négocié et signé en décembre 2017. Et s'agissant de Moukoko, s'agissant d'André Kombi-Salissa, c'est toujours un problème. Quand on interpelle même les gouvernants, ils disent c'est des prisonniers de droit commun. Mais ceux qui volent l'argent de vous protéger, ils sont quoi?
Ceux qui ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance que vous protégez. Et vous voulez continuer toujours à les protéger, à faire ce que vous faites. Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Et à notre avis, il faut que on évolue dans ce problème. Des voix se sont élevées pour dire qu'il fallait aller à la décrispation du climat politique, qu'il fallait libérer André Okombi-Salissa, qu'il fallait libérer Jean-Marie Michel, et que l'on avance. Non, c'est des prisonniers. Mais ceux qui ont volé l'argent, ceux qui volent les bourreaux, non, ceux-là, ils ne sont même pas inquiétés. Ils peuvent se promener à travers le pays, ils peuvent faire. Il n'y a pas de loi, c'est la jungle. La loi, c'est la volonté des gouvernements. Où sommes-nous? Est-ce que c'est acceptable? Et je crois que quand on fait le rapport le message sur l'état de la nation, il faut que tous ces aspects soient suffisamment abordés et que l'on essaye d'aller de l'avant. Maintenant, le problème qu'on suit après, qui est très important pour l'élection présidentielle, c'est le problème de la conformité à la loi. Et cette méthode de gestion, cette gouvernance qui consiste à vouloir éliminer les adversaires politiques par des petits détours. Non, il faut arrêter ça. Et il faut dire haut et fort, et je le redis, c'est pas la première fois. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et les juristes aiment à dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et j'insiste pour le dire, ni le PCT, ni le président Denis Sassou Nguesso ne sont au-dessus de la loi. Et on peut se référer à l'article 15 qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Alors quand on a le PCT, nous sommes souvent revenus sur ce problème. À titre d'illustration, le PCT a violé l'article 50 de la Constitution, l'article 55 de la Constitution, l'article 80 de la Constitution. Ils ont violé l'article 26 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques, qui dit que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Nous avons introduit un recours à la Cour constitutionnelle qui a pris une décision, la décision 005/DCC/SVA 20 du 31 juillet 2020. Elle s'est déclarée incompétente, mais elle a choisi d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au premier ministre du gouvernement, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Donc, ils sont tous informés. Mais depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, rien n'a bougé. Mais le président a prêté le serment de respecter, de faire respecter la Constitution. Que faisons-nous? Et je rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que le serment que le président a prêté est remis à la Cour constitutionnelle devant les membres, les bureaux de l'Assemblée et les bureaux du Sénat. Donc aujourd'hui, la Cour constitutionnelle doit savoir que le Parti congolais du travail et le président de la République ne sont pas en conformité avec la loi. Alors, ce qui est surprenant, c'est que la loi sur les partis est claire. L'article 31 est clair. En cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ces pays. Posons-nous la question. Pourquoi le Parti congolais du travail n'est pas sanctionné? Pourquoi il occupe la télévision congolaise, etc. Mais c'est pas normal. Et où est le président de la République qui est chargé de faire respecter la Constitution? Vous voyez bien qu'on est dans un cas extrêmement difficile. On est dans un cas extrêmement difficile. Alors que faisons-nous? Et nous pensions qu'à l'occasion du message sur l'état de la nation, les gouvernants devraient expliquer aux Congolais ce genre de situation. Pourquoi pensent-ils que le Parti congolais du travail peut violer dans l'impunité les lois et règlements de la République? C'est dû à quoi? Et je crois que c'est vraiment un problème. L'autre volet, le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Nous y sommes revenus assez souvent. Je peux, pour ceux qui l'ont oublié, je peux rappeler, depuis 2002, le président de la République n'a pas démis
déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation, c'est-à-dire quand ses mandats se terminent. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait en 2002, il ne l'a pas fait en 2009, il ne l'a pas fait en 2007, il ne l'a pas fait en 2021. Alors, où sommes-nous? Le président de la République est président du Parti congolais du travail, en violation de l'alinéa 2 de l'article 80 qui dit que le mandat du président de la République est également incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique. Alors, et quand on fait ce constat, on déduit quoi? Ben, il a violé le serment qu'il a prêté. Il a violé le serment. Et moi, je pose la question aux juristes. Quand on viole le serment, quelle est la sanction qui doit s'en suivre? Où sont les contre-pouvoirs? Pourquoi ce débat n'a pas lieu à l'Assemblée? Pourquoi ce débat n'a pas lieu? Bien au contraire, on voit le Premier ministre, on voit le président de l'Assemblée. Il ne cesse de faire des déclarations pour dire que le président de la République doit être candidat. Ah bon? Vous ne savez pas qu'il n'est pas en conformité avec la loi? Donc le Congo va être l'un des premiers pays, après qu'une personnalité ait exercé le pouvoir pendant plus de 40 ans. Cette personnalité va briguer encore la magie. Peut-être que les Congolais ne s'en rendaient pas compte. Mais aujourd'hui, ils s'en rendent compte. Et je crois que le président de la République lui-même doit savoir qu'il est dans une situation véritablement inconfortable. Véritablement inconfortable. Mais ensuite, nous avons constaté quoi? Puisqu'on dit qu'il doit garantir la paix et la justice à tous. Mais alors, pourquoi les gouvernants congolais ont fait le choix de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le Congo dans le chaos, dans la rue, et qui ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance? Ce n'est vraiment pas du tout sérieux. Comment on fait? Nous ne cesserons d'expliquer aux Congolais. Et le PCT ne devrait pas faire ce qu'il fait. Je crois qu'on va y revenir. Maintenant, le troisième point que nous allons aborder dans cette rubrique, c'est la reconnaissance des partis. Bon, prétextant appliquer la loi sur les partis, la loi numéro 20-2017 du 12 mai 2017, le ministre de l'Intérieur sort de temps en temps des notes pour déclarer ou reconnaître des partis, etc. Mais dans cette liste, le Parti congolais du travail apparaît toujours en tête. Complaisance, gestion partisane, manque de neutralité de l'administration. Et le ministre de l'Intérieur a tout récemment pris l'arrêté 1726 MID/CAB du 30 juin 2025 où il reconnaissait 45 partis. Mais une enquête menée sur le terrain a fait apparaître clairement que la quasi-totalité de ces partis ne sont pas en conformité. Pas sur la base de la langue de bois, mais sur la base des articles du droit et en se basant sur la Constitution et les lois et règlements de notre République. On fait comment? Alors, ça crée tellement étonné qu'on a envoyé au feu le préfet directeur général de l'administration du territoire le 12 juillet, qui est venu pour dire aux partis soi-disant qu'ils n'étaient pas reconnus, bon, ben, écoutez, vous pouvez fonctionner, vous n'êtes pas sanctionné, vous n'êtes pas averti, vous n'êtes pas blâmé, vous n'êtes pas dissous, vous n'êtes pas suspendu. Ce qu'on vous demande, c'est de vous conformer à la loi, etc. Ah bon? Et immédiatement, il y a eu une réaction à travers laquelle on a signifié au préfet directeur général de l'administration du territoire que bon, c'est bien ce que vous dites. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Que faisons-nous? Mais il faut leur signifier qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi. Et il faut leur signifier qu'ils doivent prendre des dispositions pour qu'ils soient conformes à la loi. Et ce n'est pas un exercice facile. Parce que pour le président Sassou, s'il doit être conforme à la loi, il faut qu'il ait déclaré son patrimoine lors de la prise de fonction. La dernière prise de fonction qu'il a faite, c'est le 16 avril 2021. Alors, on fait comment? Et ensuite, l'autre, le président Sassou ne peut pas être président du Parti congolais du travail. On fait comment? Alors, on est là comme des hommes politiques, des partis politiques et qui sont visés pour être éliminés de l'échiquier politique. Et ceux qui sanctionnent ne sont pas eux-mêmes conformes à la loi. Puisque je vous dis que le président de la République n'est pas conforme à la loi. Le Parti congolais du travail n'est pas conforme à la loi. Et on peut démontrer que le ministre Boudou n'est pas conforme à la loi.
Ils sont dans des positions où ils pensent que, bien qu'ils n'étant pas conformes à la loi, ils doivent déclarer même des gens qui sont en conformité avec la loi, non conformes à la loi. Tout simplement parce qu'il y a des gens qu'ils trouvent gênants, qui doivent disparaître de la scène politique pour eux. Parce qu'ils disent la vérité. Ils énoncent un certain nombre de choses. Et ça les choque, ça les blesse. Ils veulent que tout soit silencieux, que tout le monde baisse la tête, ne parle pas du tout, ne s'exprime pas du tout. Et c'est même pour ça qu'à un moment donné, avec le brillantissime journaliste Christian Perrin, j'ai eu l'information comme quoi on avait attiré son attention parce qu'il ne fallait pas qu'il soit responsable de ma mort, parce que ce que je disais, c'était pas des mentions, c'était des choses vraies, mais elle dérangeait. Mais elle dérange. Mais l'article 25 garantit la liberté d'expression. Nous faisons quoi? Alors le ministre Mboulou prend une note pour dire, et nous lui avons écrit régulièrement, le ministre Mirassad, mais maintenant on dit, le ministre Mboulou, qu'il saisisse le président de la République pour dire au président de la République qu'il n'est pas en conformité avec la loi. C'est ça, l'interprétation et la compréhension de ce que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Personne, nul ne doit être favorisé ou désavantagé par rapport à sa condition familiale, ethnique. Et voilà où est-ce qu'on en a. Et le débat est là, puisque on a dit au ministre Mboulou, mais vous êtes dans le faux et l'usage des faux, puisque vous avez reconnu des partis qui ne sont pas conformes à la loi. Mais il faut retirer l'arrêté. Et ensuite, il faut tirer les conséquences de cette situation. Parce que si c'est vous qui proclamez les résultats des élections avec ce genre de constatation, mais ça veut dire que vous ne proclamerez jamais un opposant élu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vous faire confiance. Ça devient de la méfiance et ça pose un autre problème au niveau de l'organisation des élections et surtout du refus de la mise en place d'une commission véritablement indépendante. Donc, nous n'avons toujours pas trouvé des réponses à la question. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Que faisons-nous? C'est une question fondamentale. Elle est surtout fondamentale pour l'élection qui va avoir lieu le 22 mars 2026. Donc, après avoir fait ça, nous passons à un point, c'est la gouvernance électorale. Mais vous savez bien que depuis 2002, aucune élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée n'a été organisée dans le pays. Nous venons de vous en faire la démonstration, puisque vous avez déjà un élément. Le président de la République et le Parti congolais du travail ne sont pas en conformité avec la loi. Ce n'est pas sérieux. Et moi, je vous ai dit d'entrée de jeu que l'indice de démocratie de notre pays, qui est de 2,79 sur 10, classe le pays parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Est-ce que dans une dictature, on peut organiser une élection libre, équitable et transparente? Je pense que non. Je pense que non. Et ça permet à certains analystes de dire que la seule élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée qui a été organisée, c'est celle de 1992 qui a permis l'élection du professeur Pascal Lissouba comme président de la République. Maintenant, sur cette base, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi régulièrement de tenir ce que l'on appelle des concertations politiques sans base juridique. Elles ont été nombreuses. On a commencé à Brazzaville en 2009. On a terminé à Ouando en 2022. Mais le constat qu'on a fait, c'est quoi? Les gouvernants ne sont même pas capables d'appliquer les recommandations qui ont été prises. Je prends un exemple. Il y a une recommandation à Evo en 2011 qui recommandait l'inscription par le gouvernement des opérations, d'un timing des opérations préélectorales et électorales pour éviter la précipitation. Mais on est dans la précipitation, là. Les gens sont retrouvés à Ouando. Ils ont déclaré, pour l'élection législative qui va avoir lieu, on ne pourra pas avoir l'établissement des cartes biométriques avec photo. Mais ça sera fait pour l'élection présidentielle. En mars 2024, le ministre de l'Intérieur annonce qu'il va bientôt avoir une concertation politique qui va se pencher, entre autres, sur les problèmes d'établissement de la biométrie et puis de la refonte de la loi électorale. Et puis tout d'un coup, on apprend qu'il y a une révision des listes électorales. Opération qui a été catastrophique. Fiasco dans tout le pays. Et tout le monde le sait. On s'efforce à faire des petites réunions pour dire qu'elle a réussi à... Non,
Elle n'a pas réussi à 90%. Elle a lamentablement échoué. Dans tous les cas, même si elle avait réussi, elle nous aurait ramené à ce qu'on a connu à Madingu. Qu'est-ce qu'on a connu à Madingu? Mais à Madingu, il n'y a pas eu consensus sur tous les points, notamment sur le point de débat qui a eu lieu entre faire la révision des listes électorales et aller à l'organisation d'un recensement administratif spécial. Ils se sont séparés en queue de poisson et ils ont soumis l'arbitrage au Conseil des ministres, au président de la République. C'est un Conseil des ministres qui a tranché parce que la raison c'était que si on choisissait de faire le recensement administratif spécial, on ne respecterait pas les délais constitutionnels d'organisation de l'élection de 2021. Maintenant, aujourd'hui, on fait quoi? La révision des listes a échoué. Ils ne veulent plus de la biométrie. Le recensement général de la population et de l'habitat a eu lieu, même si nous avons posé un certain nombre de questions, mais ça a eu lieu. On fait comment? Et quand vous prenez un exemple, par exemple, le texte qui devait faire plafonner les dépenses des campagnes électorales, depuis plus d'une dizaine d'années, cette recommandation n'a jamais été appliquée. Est-ce que c'est normal? À Ouando, il a été retenu la baisse des taux de cautionnement aux différentes élections. Et pour l'élection présidentielle, il a été retenu que le taux baisse de 25 millions à 5 millions. Alors, quand j'ai vu le projet qui a été adopté par le Conseil, on n'évoque pas ça. Ce qu'on évoque, c'est, soi-disant, le découpage administratif et électoral. Et là, je vous dis aussi qu'il y a des problèmes. Il suffit de prendre Brazzaville. Référez-vous aux chiffres. Prenez les résultats du recensement général de la population. Madibou a 275 000 habitants. Une circonscription. Makelekele a 262 000 habitants. 4 circonscriptions. Mfilou a 387 000 habitants. 2 circonscriptions. Potopoto a 84 000 habitants. 3 circonscriptions. Wenze a 183 000 habitants. 4 circonscriptions. Non, c'est scandaleux. Je ne sais pas comment le débat va avoir lieu au niveau du Parlement, mais c'est véritablement scandaleux. Et il ne faut pas, quand on leur dit qu'il faut avoir des discussions pour aller, et cette refonte, ou sinon ce découpage est fait, mais sans une véritable connaissance des critères qui sont retenus. Et je peux vous prendre un exemple. Pendant longtemps, Mvouti avait 2 circonscriptions. On parlait de je sais pas moi, d'enclavement, de ceci. Parce qu'on a dit que pour cette affaire de découpage, il faut tenir compte de 2 aspects. 2 aspects, l'aspect démographique, le poids démographique, et puis la situation d'enclavement. Mvouti avait 2 circonscriptions. Aujourd'hui, Mvouti a 19 000 habitants. Makwa a 40 000 habitants. Mvouti va continuer avec 19 000 habitants, voire 2 circonscriptions. Et les autres, ils vont faire quoi? Plus proche de Makwa, Olombo avait 2 circonscriptions. Olombo a maintenant 26 000 habitants. Makwa en a 40 000. Comment on fait? Si on jette un regard sur Pointe-Noire, la situation est pratiquement analogue. Vous avez l'arrondissement Emery Patrice Lumumba avec 132 000 habitants. Ils ont 3 circonscriptions. Mvumvu avec près de 74 000 habitants à 2 circonscriptions. Tietie avec plus de 300 000 habitants à 2 circonscriptions. Est-ce que c'est sérieux? Maintenant, si vous prenez les Goyo, les Mongopougou, etc., mais qui sont nettement beaucoup plus peuplés, une circonscription. Non, soyons sérieux. Ne faisons pas comme ça. Et après, on vient parler de la transparence. Mais vous ne voulez pas être transparent parce que vous avez beaucoup de choses à cacher et ce n'est pas du tout intéressant. En tout cas, s'agissant de la gouvernance électorale, il faut dire qu'à Madingu, il y a eu achoppement sur le problème de la mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Parce qu'au Congo, on a peur. Et ce qui me surprend, c'est que le PCT, représenté par le président Sassou, a signé en 97. Moi, je l'ai signé aussi avec Bernard Kolela, avec Jean-Pierre Thier. Nous avons signé le mémorandum qu'on avait adressé au président Lissouba sur l'élection présidentielle. Et dans ce mémorandum, nous avons défini les termes de référence de ce que c'est qu'une
Commission nationale électorale indépendante. Depuis qu'ils sont passés au pouvoir, ils n'en veulent plus. Ils ont même oublié que lorsque Gano avait dit qu'il allait organiser les élections, et ils ont fait une déclaration fracassante pour dire qu'un démocrate sincère n'a pas peur d'une commission nationale véritablement. Mais d'où vient que maintenant ils ont peur de cette commission? Bon, sur la maîtrise du corps électoral et la révision et la liste, je vous ai développé ce que je viens de dire. Eux-mêmes, ils ont déclaré à Dolisie que la méthodologie proposée par l'administration, qui consiste à rechercher la maîtrise du corps électoral par la révision des listes électorales, ne permet pas la bonne tenue du fichier électoral. On le sait. Mais pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on vise en réalité? Qu'est-ce qu'on vise en réalité? Maintenant, sur cet aspect de gouvernance électorale, nous avons eu aussi à dire que la Cour constitutionnelle n'est pas en conformité avec la loi. Parce que la plupart de ses membres n'ont jamais déclaré leur patrimoine lors de la prise de leur fonction ou à la cessation de celle-ci. C'est la même chose pour le Conseil supérieur de la liberté de communication. Le premier président de la Cour suprême également, c'est une situation que nous allons vérifier. Il semble que lui aussi, ça le touche au niveau de la Cour suprême, mais ça le touche surtout parce qu'il est président de la Commission nationale, et bien qu'il soit dans la justice, etc., nous avions toujours débattu ça. Mais voilà la situation. Et pour terminer, on va faire 2 commentaires. Mais le président de la République, qui est président du Parti congolais du travail, ne peut pas logiquement organiser une élection libre, démocratique, crédible, transparente et apaisée. C'est pas possible. D'ailleurs, vous avez vu que beaucoup de préfets qui ont été nommés, ce sont des membres du comité central du PCT qui ont pris part au congrès du PCT de décembre 2019 et qui faisaient partie de ceux qui avaient déclaré unanimement que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire le président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du comité central, le président du Parti congolais du travail. Et vous comptez sur eux pour qu'ils changent. Mais ils feront tout pour que ce soit le candidat du PCT qui passe, etc. Quand on dit que le président Sassou n'est pas en conformité, mais certainement que lorsqu'ils vont faire le congrès, ayant du mépris pour les Congolais, ils vont encore déclarer que les congressistes qui sont là et qui ne sont pas conformes à la loi ont décidé unanimement de reconduire le président Sassou, puisqu'ils pensent que c'est comme ça que ça doit fonctionner, que les Congolais doivent se soumettre. Ça amène à réfléchir et à se poser beaucoup de questions. Maintenant, après cette question de la gouvernance électorale, nous allons avoir l'avant-dernier paragraphe, c'est la misère et la souffrance du peuple. Nous n'avons cessé d'évoquer ça. Les Congolais souffrent. J'ai entendu parler d'un taux d'inflation qui est légèrement supérieur à 3%, la norme de la communauté de la CEMAC. Mais les Congolais souffrent, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et quand on ajoute la situation des arriérés, de la non prise en compte de la valeur du point d'indice à 300 au lieu de 160, les gens souffrent. Les gens souffrent. Mais ce qu'il faut dire par rapport à cette misère, lorsque les gouvernants ont senti qu'ils étaient en crise, ils ont fait quoi? Ils ont déclaré qu'ils allaient procéder à un ajustement interne. Ils n'en ont pas été capables. Devant cette incapacité qu'ils ont faite, ils se sont battus pour avoir le soutien de la CEMAC et se tourner vers le FMI. Ils ont obtenu un programme en 2019 qu'ils n'ont pas pu exécuter parce qu'ils n'ont pas respecté les engagements. Ils en ont eu un autre en 2022. Semble-t-il, 6 revues successives, positives, bien réussies. Mais les Congolais s'enfoncent tous les jours davantage dans la misère. Ça veut dire quoi? Même avec l'intervention du Fonds monétaire, les gouvernants actuels ne sont pas capables de sortir le Congo de la grave crise multidimensionnelle dans laquelle le pays est plongé. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Surtout que, à travers tout ce que j'ai dit, ils ne veulent pas réduire le train de vie de l'État. Ils ne veulent pas récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Ils ont choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Ils ne veulent pas faire les audits des projets de la municipalisation accélérée. Et in fine, vous avez
la dure situation que vivent les retraités, que vivent les étudiants, que vivent la plupart des travailleurs, l'université Marien Wabi, le CHU, plusieurs hôpitaux, les mairies comme celle de Dolisie, où il y a 97 mois d'arriérés de salaire, etc. Et pendant ce temps, ils ne veulent pas entendre parler de réduction des trains de vie de l'État, tant du point de vue des conditions de rémunération, de leurs conditions de rémunération, que leur effectif, parce qu'on pourrait réduire. Et moi, je l'ai déjà dit, le président sénégalais gagne 4,8 millions. Il n'y a aucune raison qu'un ministre d'État congolais gagne 15 millions, surtout dans cette situation de crise. Il n'y a pas de raison que le Premier ministre gagne pratiquement 277 fois le SMIC, etc. Ce n'est pas normal. Il faut revenir à des proportions, etc. et plus acceptables. Et quand je les vois braquer sur leur position et que j'apprends que les lycées de Wando, les lycées d'excellence de Yo plutôt, et de lycée ont des problèmes de fonctionnement à cause des problèmes financiers, je dis j'espère que c'est faux. Sinon, c'est de la méchanceté, parce qu'il s'agit de l'avenir de la jeunesse. Et il faut que nous avançons, etc. Ce n'est pas du tout sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, mettons-nous debout pour lutter contre la corruption. J'ai assez souvent évoqué l'exemple de l'Arabie Saoudite qui avait récupéré dans les caisses de l'État une somme extrêmement importante après avoir enfermé les suspects dans un très bel hôtel de Riyad et après leur avoir demandé de faire le point, etc. Mais beaucoup, pour leur liberté, ont préféré avoir des arrangements et ils sont partis. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Pourquoi les gouvernants congolais choisissent plutôt de faire souffrir les Congolais? Et c'est ça, pratiquement, le bilan de la gestion du pouvoir du président Sassou et du Parti congolais du travail. Il faut que nous sortons. Ce n'est pas en nous taisant que nous allons régler les problèmes. Il faut que nous ayons le courage de dénoncer, d'avancer, pour espérer que nous allions à un changement, à une rupture, à une vision qui fasse qu'on fasse la politique autrement qu'elle ne se fait. Donc, voilà, chers téléspectateurs, après avoir dit ça, je vais passer à la conclusion. Au niveau de la conclusion, je dis ceci. Durant le mandat 2021-2026, les choses sont claires. Le bilan du pouvoir du président Sassou et du Parti congolais du travail, au-delà de la propagande qui est faite, est fortement négatif. Le Congo a été plongé dans la ruine. Les Congolais sont plongés dans la misère et dans la souffrance. Ils ont lamentablement échoué. L'aspect le plus préoccupant dans tout ça que je relève, c'est celui de la conformité à la loi. Ils pensent certainement, comme beaucoup le disent assez souvent en référence au roi Louis XVI, que la loi c'est le roi. Non, la loi c'est pas eux. Nous avons une constitution que nous avons adoptée au prix du sang des Congolais, parce qu'il y a des Congolais qui s'étaient levés pour dire non au changement de constitution. Et il est bon, lorsqu'on fait ce constat, de rappeler les déclarations de l'opposant Denis Sassou Nguesso, opposant au président Pascal Lissouba en novembre 1992, lorsqu'il disait « Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. » Et le président Denis Sassou Nguesso a ajouté plus récemment, dans son message sur l'état de la nation en 2023, que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Maintenant, pourquoi n'explique-t-on pas aux Congolais pourquoi on est dans l'anticonstitutionnalité? Pourquoi n'explique-t-on pas aux Congolais que l'on viole dans l'impunité les lois et règlements de la République? Et ça, c'est dommage. En plus, nous disons, en plus, ils ne veulent pas être à l'écoute. Des voix se sont élevées dans ce pays, à l'extérieur, pour demander la libération de Jean-Marie Michel Nkoko et André Okombi-Salisa et d'autres prisonniers politiques, pour demander le retour des exilés dans leur pays,
estimant que cela conduisait vers la décrispation du climat politique, favoriser une démarche vers la réconciliation et permettrait aux Congolais de se mettre ensemble afin de construire ce pays. Pourquoi? Et c'est véritablement dommage. Aujourd'hui, ils sont confrontés à un problème. C'est celui de la conservation du pouvoir et celui du fait que les Congolais ont constaté qu'ils veulent conserver le pouvoir alors qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi. Mais pourquoi avoir changé la Constitution? Pourquoi ne l'avoir pas respectée? Et c'est là le véritable problème. Alors, nous avons souvent suivi les déclarations. Souvent. Depuis le président Pierre Ngolo avait déclaré dans une vidéo qui passe souvent en disant que vous ne savez pas ce que c'est que la perte du pouvoir, ce que ça représente, etc. Mais nous avons suivi à plusieurs reprises les déclarations du Premier ministre qui souhaitait ardemment que le président Sassou soit candidat et que la Constitution de lui autorisait. Oui, mais le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Le Premier ministre a même déclaré que le président Sassou est un homme présidentiel pour ce pays. Vous suivez souvent les déclarations du président de l'Assemblée. Il y a la clôture de la réunion du Parlement réuni en congrès. Mais au nom des Congolais, il a demandé que le président Sassou, non, au nom des Congolais, sauf Clément Mirassa. Les autres Congolais, oui, nous sommes 142 000, je crois, 180, sauf Clément Mirassa. Je ne suis pas de cet avis, parce que je ne soutiendrai pas une candidature non conforme à la loi. Et si je me suis battu pour le respect de la Constitution, c'est parce que je considère toujours que la Constitution a un aspect sacré et qu'on ne peut pas se permettre au niveau de responsabilité où on est à ne pas respecter la Constitution et à la violer. Malheureusement, beaucoup de responsables, beaucoup de gouvernants, beaucoup de responsables du Parti congolais du travail n'ont pas le courage et la volonté d'expliquer aux Congolais et à leurs militants que le Parti congolais du travail et le président Denis Sassou Nguesso ne sont pas en conformité avec la loi. Et c'est véritablement dommage, c'est véritablement triste. Et nous l'avons souvent dit, le président Denis Sassou Nguesso est dans une situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. En termes clairs, ça veut dire qu'il n'est pas en conformité avec la loi. En termes plus clairs, on dirait que le président Sassou a violé la Constitution du 20 janvier 2002. Il a violé la Constitution du 25 octobre 2015. Et on peut se demander s'il y a une Constitution que les gouvernants de ce pays peuvent respecter. Est-ce qu'il en existe une? Je n'en sais pas. Mais je découvre à travers beaucoup de publications qu'il y en a qui proposent qu'il y ait la création des vice-présidents. Il y en a qui... Bon, je ne sais pas si c'est ça qui réglera le problème. Je crois que mon point de vue sur la question est clair. Alors, c'est pour ça, à notre avis, que nous savons qu'il faut que nous œuvrons pour qu'on sorte de ce pays, pour qu'on œuvre afin qu'on ait les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée en 2026. Alors, contre toute attente, des gens pourraient dire, mais que faisons-nous? D'aucuns pourraient dire qu'on est coincé. On n'est pas coincé. C'est les gouvernants qui veulent que nous soyons coincés. Et c'est là que je vais terminer mon propos. Pour moi, pour sortir de cette situation, nous savons que le président Sassou a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Nous savons que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, notamment la Constitution et la loi 20-2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques. C'est pour ça que je dis que la solution sur laquelle je réfléchis et que je propose est la suivante. Elle consiste, à constater que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. 2, sur cette base, à suspendre le Parti congolais du travail conformément à l'article 31 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques.
article qui dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté les partis concernés et procède à la fermeture provisoire de ces locaux. Cette loi a été votée par un parlement majoritairement composé par des députés et des sénateurs du Parti congolais du travail. Et j'aime bien écouter le président Ngolo quand il dit la loi est votée pour être exécutée. Et le gouvernement se charge de son exécution. Le Parlement en assure le contrôle. C'est ça. Pourquoi il y a les lois, elles ont été votées? Pourquoi elles ne s'appliquent pas? Maintenant, le troisième point. Mais on arrivera à une situation. Le Sénat va tomber, puisque le PCT sera suspendu. L'Assemblée va tomber. Et on arrive. Il n'y a plus d'Assemblée. Mais il ne faut pas tomber. Alors, il faut convoquer. Il faut convoquer un dialogue inclusif national de tous les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, sous l'égide de la communauté internationale, pour permettre aux Congolais de se retrouver et d'avancer. Proposition, à mon avis, que je suggère au gouvernement de bien analyser. Parce que, et c'est là que je vais terminer, le président Sassou est en situation de manifeste d'incompatibilité. Et c'est par là que je vais terminer. Le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Merci pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci bien. À la prochaine.